Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Président Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, Excellences, Madame Amina Mohamed, sous-secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les commissaires, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organes et communautés économiques régionales, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Il y a exactement 3 mois et demi que j'ai pris fonction à la tête de la commission de notre organisation. C'est un moment mémorable, ce jour où vous avez placé votre confiance en ma modeste personne. Permettez-moi donc de vous renouveler en toute sincérité ma reconnaissance et ma gratitude. En prêtant serment devant vous, à m'investir de toutes mes forces pour l'accomplissement de la mission que vous nous avez confiée au commissaire et à moi-même, j'ai mesuré l'immensité de la tâche et l'ampleur des défis. Votre irremplaçable soutien, Mesdames les chefs d'État et de gouvernement, l'engagement africaniste du président en exercice, le président Alpha Condé, ainsi que la mobilisation des différents organes compétents de l'organisation, nous ont permis, dans un bref délai d'un peu plus de 3 mois, d'accomplir des progrès substantiels en termes de balisage de terrain, préparation, mise en place, voire d'amorce d'actions concrètes. Excellences, Mesdames, Messieurs, notre monde, vous êtes les premiers à le savoir, est un monde en bouleversement, où les pays et tous les regroupements s'efforcent, chacun de son côté, à se tailler une place au risque de marginaliser l'autre et d'éclabousser le voisin futur le meilleur partenaire. Dans un tel monde, des changements importants sont en cours, lesquels, peu ou prou, remodèlent sa physionomie politique, économique et institutionnelle. La raréfaction des ressources consécutive à l'effondrement du prix du pétrole, la généralisation des dangers terroristes à la plupart des régions de la planète, la persistance des foyers de tension et des guerres civiles dans des régions sensibles en Afrique accroissent les facteurs d'insécurité et de déstabilisation. Tous ces facteurs sont de nature à nous inciter ardemment et de façon encore plus résolue à l'unité et à la solidarité pour sauvegarder nos acquis et progresser dans la réalisation des objectifs dessinés dans et par notre agenda 2063. Dans ces panoramas général d'incertitude, l'Afrique affiche, au-delà de ses déficiences et fragilités structurelles classiques, un visage de plus en plus promoteur. Dans ce contexte, elle n'a cessé d'exprimer son attachement au multilatéralisme, y compris notamment dans le cadre des Nations Unies et avec d'autres partenaires stratégiques dans le monde. Il est à cet égard heureux de noter que son taux de croissance de 3,4 en 2017 pourrait progresser pour atteindre celui de 4,3 en 2018. Tout indique que la durabilité d'un tel taux de croissance non négligeable se poursuivra en s'améliorant. Les classes moyennes, dépositaires et porteuses du changement, continuent de donner des signes probants d'élargissement. L'esprit d'entreprise et du dynamisme créateur souffle au sein des larges milieux de la jeunesse à l'échelle de tout le continent. Les nouvelles technologies
progresse dans de larges régions d'Afrique, où la téléphonie mobile se répand à une extraordinaire vitesse, jusqu'à y compris dans des vastes zones rurales. À l'évidence, toutes ces bougies qui s'allument un peu partout dans le continent ne sauraient occulter ce qu'elles permettent de voir ici ou là. La persistance de certains conflits, les signes patents de malgouvernance économique, politique, démocratique et électorale, des marginalisations des femmes et des défis significatifs dans la promotion de la jeunesse et son implication dans le processus décisionnel du devenir du continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, en réponse à la question légitime, qu'avons-nous fait durant les 3 mois qui viennent de s'écouler? Je me permets de passer en revue quelques actions. Une action programmatique a été engagée par l'ensemble des départements dès la fin des processus de passation, des procédures de passation de services, immédiatement suivie d'une retraite de la Commission, des présentations et des mobilisations du personnel de l'Union. Le lancement de la réforme a été notre deuxième axe de travail. Plusieurs actions ont été entreprises en concertation étroite avec le président Paul Kagame en charge de cette réforme, le professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union, et le président Idriss Déby Itno, président en exercice sortant de celle-ci, auquel il m'est fait grand plaisir de rendre un hommage mérité pour leur sagesse, leur engagement panafricaniste et leur excellente interaction avec la Commission. Le rapport de qualité que vient de présenter le président Paul Kagame a fait le tour de façon exhaustive des contraintes et des étapes franchis dans la mise en œuvre de cette réforme. Excellences, Mesdames, Messieurs, la question de paix et de sécurité continue de nous préoccuper au plus haut point. La situation dans le Soudan du Sud, la Somalie, la Libye, la République centrafricaine, la fébrilité des relations entre Djibouti et l'Érythrée, les difficultés de mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, où l'activité du terrorisme djihadiste reste vivace, les situations politiques dans certains pays africains, tels que la RDC, le Burundi, la Guinée-Bissau, traduisent à suffisance cette préoccupation. Bien que nous nous félicitons de la baisse des tensions autour de Guergarat au Sahara occidental, de la nomination de nouveaux représentants personnels du secrétaire général des Nations Unies et de l'intention de celui-ci de lancer une nouvelle initiative de règlement pacifique du conflit, nous restons préoccupés par l'impasse actuelle. Désolé. Nous espérons que la présence des 2 parties comme membres de notre Union facilitera une solution consensuelle conforme à la légalité internationale. Pour faire face à tous ces défis, nous avons décidé de donner la priorité à la prévention et l'anticipation qui invitent les groupements et mécanismes régionaux à une intensification de leurs actions en étroite coopération avec les organismes compétents de l'Union africaine. Sur ces questions et dans le cadre de notre partenariat, notre action durant les mois qui viennent de s'écouler a été marquée par une intense activité diplomatique. Il était urgent d'informer, de préparer tous nos amis dans le monde des perspectives de réforme de notre Union et de plaider avec force et pédagogie pour mobiliser les soutiens en sa faveur. Dans ce cadre, nous avons organisé un sommet Union africaine-Nations Unies. Ce sommet a été couronné par la signature d'un cadre de coopération en matière de paix et de sécurité entre nos 2 organisations. Jamais l'entente
les perspectives et les espérances de coopération entre nos deux organisations n'ont été aussi prometteuses. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à son Excellence Antonio Guterres, ce grand ami de l'Afrique, pour le rôle décisif qu'il a joué dans la promotion de ce climat. Avec l'Union européenne, ce partenaire stratégique majeur, nous avons eu des échanges de haut niveau avec ses instances exécutives et parlementaires à Addis Abeba, Bruxelles et Strasbourg. Un solide consensus s'établit d'ores et déjà entre nos deux institutions sur les questions de paix et de sécurité, sur la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, sur les questions de gouvernance politique, économique, démocratique et électorale, sur nos visions en matière de changement climatique et des injustices faites à l'Afrique, continent le moins spolieur, mais ne bénéficiant que d'une portion congrue des sacrifices consentis par l'humanité pour faire face aux périls planétaires et également sur la place qu'occupent les femmes et les jeunes. La préparation conjointe du prochain sommet Union africaine-Union européenne, dont le thème est investir dans la jeunesse, est entrée dans sa phase active. Notre vœu le plus cher est que ce sommet consacre une nouvelle ère d'un partenariat dynamique, fructueux, profondément respectueux des valeurs universitaires qui nous unissent, ainsi que des particularités qui nous distinguent. Les contributions de l'Afrique au G7 et au G20 ont renforcé la visibilité de l'Afrique et permis d'intensifier le plaidoyer en faveur de nos priorités, telles qu'elles ont été dessinées dans et par notre agenda 2063. Sur l'ensemble de ces questions, nous avons mis en relief des approches africaines qui sont de nature à consacrer la volonté de l'Afrique de s'assumer en assurant la solution de ces problèmes en puisant dans ses ressources humaines et matérielles. Dans cette vision, je me réjouis de l'émergence de nouvelles réponses, telles que la force mixte multinationale de lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, la force de défense des pays du G5 Sahel, l'institutionnalisation du Fonds de la paix, auquel certains États membres, que je félicite vivement, ont déjà apporté des concours substantiels. Excellences, Mesdames, Messieurs, la proximité avec les populations africaines, quatrième axe de notre action durant le trimestre écoulé, cherche à ancrer l'idéal panafricain dans les consciences. Sa poursuite permettra de renforcer la solidarité et le plaidoyer en faveur des populations exposées aux vulnérabilités et désastres de la sécheresse, de la famine, des endémies, du terrorisme et autres violences. À cet égard, 4 jours seulement après notre prise de fonction, nous nous sommes rendus en Somalie, au Soudan du Sud, au bassin du lac Tchad et dans les 5 pays du G5 Sahel. Cette démarche vise à témoigner de notre solidarité avec les États et le peuple de ces régions qui font face aux drames et tragédies précités. Comment en effet vous cacher ma profonde frustration face au silence et à l'inaction des Africains devant l'atroce drame de la famine dans ces régions? Quelles sont devenues les valeurs de solidarité et de fraternité africaine? Où est passée notre société civile? Où sont passés notre secteur privé et nos mécènes? Les drames de nos frères en Somalie, au Soudan du Sud, dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel nous interpellent au plus profond de nos consciences, au plus profond de nos êtres. Excellences, Mesdames, Messieurs, au questionnement pertinent sur ce que nous aurons à faire d'ici le sommet de janvier 2018, il me plaît de dessiner quelques pistes. La première est celle de mettre en œuvre les décisions pertinentes que vous prendrez à la lumière du rapport du président Kagame pour la mise en œuvre de la réforme. J'espère vivement que l'année 2018 soit l'année d'un relèvement de l'Union, de son autonomie financière et d'une nouvelle renaissance pour elle. La deuxième piste,
sera notre action en matière de paix et de sécurité. Nous restons fixés de toutes nos forces sur l'impératif de faire baisser les tensions et de privilégier les solutions politiques dans les régions où les violences demeurent, hélas, encore vivaces. L'objectif de faire taire les armes d'ici 2020 est notre horizon. J'espère à cet égard que mon rapport de janvier 2018 apportera, avec l'aide de toutes les bonnes volontés du continent et de nos amis et partenaires stratégiques dans le monde, des bien heureuses nouvelles sur tous ces chantiers de construction de la paix, de la justice et de la réconciliation en Afrique. L'action humanitaire de solidarité avec les populations victimes du désastre ravageur de la sécheresse, de la famine, des épidémies et des déplacements forcés sera notre troisième piste qui retiendra tout particulièrement notre attention et mobilisera une part non négligeable de nos énergies. Les questions de développement stratégique occuperont, en tant que quatrième piste, la place qu'elles méritent. Je souhaite une fois la procédure de transformation du NEPAD en agence d'exécution de l'Union, entamer le processus concret de réalisation de certains projets intégrateurs au bénéfice des populations africaines. Sur un autre plan, nous chercherons à mettre comme cinquième piste d'action l'impérieuse nécessité de parler d'une seule voix, en assurant définitivement l'exécution de votre décision de traiter avec les autres conformément au consensus de Banjul et des dispositions pertinentes contenues dans la décision 635 de janvier 2017. Plusieurs événements ont démontré que chaque fois que nous avons gardé notre unité et parlé d'une seule voix, nous avons remporté des victoires éclatantes. Le dernier exemple est celui des élections du directeur général de l'OMS. Cette élection m'offre l'occasion de réitérer nos vives félicitations à notre compatriote, le docteur Tedros, pour sa brillante élection, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. Aussi, dans le même ordre d'idées, dois-je rappeler la lourde responsabilité qui pèse aujourd'hui et demain sur les épaules des 3 pays représentant l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, de démontrer plus que jamais leur unité et défendre fidèlement les positions adoptées par les organes délibérants de notre organisation. Excellences, Mesdames, Messieurs, 2 questions me taraudent l'esprit. Je vous trahirai ce que je répugne. Je trahirai ma conscience, ce qui me peine, si je ne vous les avouais pas. Quel rapport établir entre nos décisions et nos actes? Comment assurer notre ancrage dans l'universalisme tout en sauvegardant notre spécificité? À regarder les choses de plus près, les 2 questions se rejoignent pour en définitive n'en faire qu'une. Nous avons eu en effet, je me permets la formule, la fâcheuse habitude de prendre une infinité de décisions sur une infinité de sujets et thématiques sans égard significatif aux modalités de leur application. Ainsi, ces décisions s'entassent et pour la plupart parmi elles finissent ensevelies dans les tiroirs. Tout le monde s'accorde à reconnaître que cette façon de faire nuit immensement au crédit et à l'image de notre organisation. En réalité, nous sommes placés devant un choix exigeant, incontournable. Soit nous modifions nos textes et dispositifs pour en extraire ce qui ne convient pas à nos spécificités et à nos niveaux de développement. Soit nous acceptons ce que ces dispositifs contiennent et nous nous plions aux exigences de notre ancrage dans l'universel. Décider des options et faire le contraire est désormais une position politiquement intenable, éthiquement répréhensible. J'en appelle donc à votre immense sagesse pour m'orienter et éclairer mes premiers pas, ici et ailleurs, dans la recherche du droit chemin. Je vous remercie de votre bienveillante attention.